voir les parties suivantes. Production, transport de l'énergie électrique. Ça sera l'objectif de la première séance. On va traiter par la suite les circuits en régime alternatif triphasé et le réseau triphasé aussi. Parce qu'auparavant, c'était le monophasé, n'est-ce pas? On a traité. Maintenant, on va faire le triphasé. On va passer aux machines électriques. Les machines électriques vont être les moteurs électriques, les transformateurs. N'importe quelle machine que si on l'alimente, elle nous donne à la sortie une rotation ou bien une transformation de la puissance et ainsi de suite. Et on verra les mesures électriques et les appareillages électriques vers la fin du semestre. On a assez de temps pour bien passer sur les différents éléments. Et ceci dit qu'on va faire aussi des travaux pratiques, simulation et au fur et à mesure, les TD seront en parallèle avec eux. Ça, c'est un module de sciences d'ingénieurs. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est ce qui se passe réellement, soit au niveau de la production, transport et toutes les machines qu'on va voir. Très bien. Alors, essayons de voir premièrement la production de l'énergie électrique. Je ferai un petit rappel. Alors, comment l'énergie est produite? Je parle de l'énergie électrique premièrement. Comment on produit de l'énergie électrique? Ça passe par quoi? Oui? Souvent. Très bien. Souvent, on fait transformer l'énergie, n'est-ce pas? Parce que pourquoi on a besoin de l'énergie électrique déjà? Parce que l'énergie, comme on dit, au GSL, c'est une forme intermédiaire, n'est-ce pas? L'énergie électrique, alors essayons de l'écrire, énergie électrique est une forme intermédiaire. N'est-ce pas? De l'énergie. Ça veut dire quoi? Parce qu'au départ, comme a dit votre collègue, on peut avoir de l'énergie mécanique et à la fin, je veux de l'énergie mécanique. La distance entre les deux, bien sûr, est peut-être 300 km. Clair? Et bien sûr, qui peut être transporté? C'est uniquement l'énergie électrique. On ne peut pas transporter l'énergie mécanique, on ne peut pas transporter l'énergie thermique et ainsi de suite, même l'énergie chimique. Tout ce qui peut être entre les deux, c'est l'énergie électrique. C'est pour cette raison que souvent on l'appelle, c'est une forme d'énergie intermédiaire, facile à transporter et à distribuer, d'accord? C'est une forme de l'intermédiaire de l'énergie qui est facile à transporter et à distribuer. Ce qui fait, on aura besoin de connaître les étapes principales et les éléments de base pour la production de cette énergie. Bien. Bien sûr, ça peut être, premièrement, énergie thermique. Et à la fin, j'aurai besoin soit de l'énergie mécanique, soit pour démarrer un four, c'est de l'énergie thermique et ainsi de suite. Pour faire, bien sûr, chauffer quelque chose, c'est l'énergie thermique. Ceci dit qu'à l'intermédiaire, toujours, on a l'énergie électrique. Ça peut être 300 km, comme ça peut être, bien sûr, des milliers de kilomètres. Et ça existe aussi. On peut la transporter, bien sûr, sur des milliers de kilomètres. Les différents types de transformation, le type de réseau, les types d'installation, il est totalement différent si on veut que ça soit sur une courte distance ou bien sur une longue distance. Alors, quels sont les éléments principaux pour cette production? Dans les équations de Maxwell, quelle est l'équation qui va nous permettre la génération, bien l'obtention de l'électricité? C'est la troisième. C'est celle issue de la loi de Faraday. Qu'est-ce qu'elle dit, la loi de Faraday? Que la force électromotrice
qui a l'unité, quelle unité? La tension, ça veut dire, je peux générer de la tension, je peux avoir de la tension. En utilisant quoi? Ou bien en faisant quoi? Il y a un signe moins, on va l'expliquer par la suite. N, D, phi sur dt. Avec ça, c'est le flux magnétique, n'est-ce pas? Dans l'unité, bien sûr, le flux magnétique, son unité, c'est quoi? C'est le Weber. Et le flux, comme vous connaissez, c'est quoi? C'est B, scalaire, le S. Bien sûr, ça, c'était la loi de Faraday parce qu'il était un ingénieur. Maxwell, c'était un mathématicien, il a bien développé. Il a bien généralisé tout cela en disant que la FEM, c'est l'intégrale E scalaire ds. C'est ça le FEM, est égal à moins. Il a considéré que le N est égal à 1. D sur dt, l'intégrale B scalaire ds. Avec ça, bien sûr, c'est le flux magnétique. Ça, c'est la variation. Le N est égal à 1. Et c'était ça la troisième équation de Maxwell. Et c'est elle qui est utilisée pour la génération de l'électricité. C'est clair, s'il vous plaît? Voilà. Il y a la forme différentielle. Pour nous, bien sûr, il nous suffit de voir la plus proche à l'équation de Faraday, c'est la forme intégrale. Bien. Alors maintenant, pour générer de l'électricité, qu'est-ce qu'il nous faut? Alors, pour avoir la FE1, pour avoir la tension, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un nombre de spires, n'est-ce pas? Qui dit nombre de spires, ça veut dire, je vais utiliser quoi? Une bobine. Ça veut dire, le nombre de spires, qu'est-ce qu'il va faire? Il va augmenter. Il est proportionnel. Si je l'augmente, ben j'aurai quoi? À la fin, la FE1 qui augmente. Très bien. Alors là, d'une part, un nombre de spires. Ce qui fait quelque chose en cuivre, quelque chose en aluminium, quelque chose conductrice. J'aurais besoin de quoi? Que ce conducteur fasse une surface, n'est-ce pas? Voilà, une surface qui est comment? Ouverte, n'est-ce pas? Parce que je fais l'intégrale sur une surface qui est ouverte. C'est quoi une surface ouverte? C'est quelque chose comme ça, plane. Et ça sera bien sûr le spire, comme ça. Cette bobine. Cette bobine, si vous le voyez au-dessus, mais là, en réalité, la bobine, elle est comme ça. Si vous le voyez de dessus, elle constitue une surface ouverte. Et il faut que cette surface soit traversée par quoi? Par un champ magnétique. Voilà. Bien sûr, soit traversée par un champ magnétique. Si vous avez une surface, un nombre de spires, et que cette surface traversée par un champ magnétique, à l'extrémité de ces spires, on aura une tension induite. On l'appelle une tension induite. Mais la condition, il faut avoir, bien sûr, une variation. C'est clair? Et vous connaissez déjà que pour un produit scalaire, soit vous variez le B, soit vous variez le S, soit vous variez l'angle entre les deux. Parce que c'est quoi le B scalaire S? C'est B, S, cosinus θ. Pour que ce terme ne soit pas nul, il ne faut pas qu'il soit constant. Il faut que le flux soit variable, ne soit pas constant, n'est-ce pas? Ce qui fait soit vous variez le B, soit vous variez le S, soit vous variez l'angle entre les deux. Bien sûr, la bobine, je ne vais pas à chaque fois augmenter sa section, diminuer sa section, c'est pas faisable. Le champ magnétique peut être clair, mais en général, le champ magnétique, on l'obtient à partir d'un aimant permanent, n'est-ce pas? En général, un aimant permanent n'est pas variable dans le champ, ce qui fait qu'est-ce qui nous reste? Varier l'angle entre les deux. Et comment varier l'angle entre les deux? Je fixe un et je fais tourner l'autre. Voilà. Je fixe, par exemple, la bobine, je fais tourner le champ magnétique. Ou bien je fixe le champ magnétique, je fais tourner quoi? À votre avis, c'est quoi la plus simple? Fixer la bobine. Fixer la bobine, faire tourner champ magnétique. C'est clair? Très bien. Ainsi, la solution la plus convenable, c'est de fixer la bobine, faire tourner le champ magnétique. Et c'est pour cette raison qu'on va obtenir le premier générateur. Très bien. Maintenant, le générateur a besoin de quoi? Quelque chose qui est fixe
et quelque chose qui tourne. Très bien. C'est bon, vous avez pris ça? Des notes, si vous voulez. Alors, ça c'était l'expérience bien sûr de Faraday. Regardez maintenant, qu'est-ce qu'on a? Les bobines qui sont comment? Qui sont fixes. Et vous avez quoi? C'est le champ qui tourne. Tout ce qui tourne, on l'appelle le rotor. Tout ce qui est fixe, on l'appelle le stator. Maintenant, qui va faire tourner le champ magnétique? Qui va faire tourner l'élément permanent? Qui va le faire tourner? Comme a dit votre collègue, une énergie mécanique de rotation qui sera liée à l'axe, bien sûr, de celui-là. Et peut-être, bien sûr, des pales. Et là, par exemple, une chute d'eau. Là, regardez la chute d'eau, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire tourner certains pales qui vont faire tourner eux-mêmes l'aimant à l'intérieur qui va générer quoi? À chaque bobine, il va générer une tension. Voilà, dans chaque bobine, on aura une tension. Bien sûr, si le nombre de spires il est égal, les tensions seront égales et ainsi de suite. Et dans ce graphe, vous voyez les choses réelles. Là, c'est la turbine. Ce sont ces pales, d'accord, qui contiennent des milliers de pales. Comme ça, on peut bien sûr utiliser toute la force mécanique qu'on a à l'extérieur. Vous avez ici le rotor réel. Regardez comment il est. Et vous avez ici le stator. Les bobines. Regardez la bobine, elle est comme. Ce rotor, il entre dans ce stator. Il est lié à cette turbine. Et ça, c'est un générateur électrique. Clair? Ça, c'est le générateur électrique. Bien. L'aimant qui est à l'intérieur, on peut l'obtenir en utilisant quoi? L'aimant qui est à l'intérieur. Cet aimant, il peut être naturel, comme il peut être électroïde. Bien sûr, aimant naturel, il est comme ça, nord-sud. Électroaimant, vous faites une autre bobine que vous allez l'exciter avec un courant. On l'appelle le courant d'excitation. Si vous faites ça, vous générez quoi? De l'électricité, un champ magnétique. Ça va être équivalent, bien sûr, à un aimant permanent. En utilisant quelle règle? Le champ magnétique qui se génère. Je vais noter, bien sûr, sans vecteur, sans rien du tout. Ça sera quoi? Le nombre de spires fois la longueur, cette longueur de bobine, fois le courant divisé par, bien sûr, quoi? Aussi là, perméabilité. C'est clair? Je n'ai pas oublié un terme, j'espère. Non, c'est le NLI, perméabilité divisé par la surface. Peut-être il y a un certain de pi, mais c'est ça l'équation générale pour l'obtention, bien sûr, d'un champ magnétique. Bien. C'est clair les trois éléments principaux. Quels sont? Premièrement, turbine. Deuxièmement, un stator qui va être constitué de quoi? Il représente les bobines et à l'intérieur, vous avez le rotor. Son rôle, c'est de faire quoi? C'est de jouer le rôle d'un aimant permanent ou bien un électroaimant. Ou quand est-ce que je vais utiliser un électroaimant? Quand est-ce que je vais utiliser un aimant permanent? Un électroaimant, je vais l'utiliser si, par exemple, je veux générer de faibles tensions. Par exemple, comme les vélos. Lorsque vous pédalez, vous avez la lumière qui se génère, n'est-ce pas? Un petit dynamo, on l'appelle. Le dynamo. Ça, c'est un électroaimant. C'est un aimant permanent. Parce que c'est très petit. Mais si vous voulez alimenter tout un pays ou bien toute une ville, non. Il faut un grand aimant. Et pour avoir un grand aimant, dans la nature, c'est très difficile de l'obtenir. Et vous ne pouvez pas avoir un champ magnétique très intense. Et je veux
en réalité, contrôler ce champ. C'est clair? Je veux le contrôler dans une boucle de régulation. On ne va pas entrer dans ces détails, mais ça doit être contrôlé. Si je vois que ça dépasse une limite, je diminue le courant d'excitation. S'il est au-dessus, je l'augmente. Ça doit être variable. Et mon permanent, il n'est pas variable. Très bien. Maintenant, les éléments nécessaires, on a dit ce sont les turbines et l'alternateur. Qui dit alternateur, c'est le stator et le rotor. Voilà. Pourquoi on l'appelle alternateur? Parce qu'à la sortie, il nous donne une énergie alternative. Mais ça existe aussi des générateurs qui vous donnent à la sortie une tension continue. Continue. C'est clair? Non pas alternative, mais une tension qui est continue. Pourquoi l'alternative? Pourquoi le continu? Ça, c'est un débat qu'on va le discuter aussi. Pour la production de l'énergie électrique, il faut respecter 3 choses. L'énergie est consommée au moment où elle est produite. Il faut toujours que l'énergie produite est égale à l'énergie consommée. L'usine de production d'énergie électrique, on l'appelle la centrale électrique. Ça existe plusieurs types. Il vous faut 2 éléments qu'on vient de voir. Bien. L'énergie électrique, elle est produite par conversion de l'énergie primaire généralement. Quelles sont les énergies primaires? L'énergie fossile, soit vous aurez le pétrole, charbon, gaz naturel et n'importe quel type de combustible. Vous avez le nucléaire, les réactions de fusion de l'uranium, l'hydraulique, force de courant de l'eau d'une rivière ou bien d'une chute, et vous avez les énergies renouvelables, vent, soleil, vague. Tout cela vous donne l'alternative, sauf celle-là. Elle peut vous donner soit l'alternative, soit le continu. Le continu, qui nous donne le continu, ce sont les panneaux photovoltaïques. Vous connaissez les panneaux photovoltaïques? Ce sont les panneaux, comme ça. Les cellules solaires. Voilà. Qui sont toujours sous forme avec 1 degré 45 exposés vers le sud. C'est bon? Panneaux photovoltaïques, vous les voyez bien sûr si vous voyagez pour tirer de l'eau des puits et ainsi de suite. C'est très utilisé. Bien. Alors, tous ces types d'énergie, qu'est-ce qu'ils vont faire par la suite? L'énergie pétrolière, charbon, gaz naturel, nucléaire, force de courant de rivière, vent, et ainsi de suite. Tout cela, ils ont un seul objectif, c'est de faire tourner la turbine. C'est clair? C'est de faire tourner la turbine et rien d'autre. Même pour les vagues, même pour les vents et ainsi de suite. Comment faire tourner les turbines? Comme ça. Ça, c'est une centrale qui est hydraulique, comme les barrages, bien sûr, qu'on voit. Vous avez bien sûr ici un réservoir d'eau, c'est celui-là. Si vous faites bien sûr ouvrir un petit trou ici, ça va faire couler bien sûr l'eau avec un très grand débit qui va faire tourner la turbine, elle-même qui est liée à un générateur qui va tourner lui-même et ça va nous produire l'électricité qu'on peut la distribuer par la suite. C'est clair? Alors là, c'est pour les chutes de l'eau. Et bien sûr, l'eau, il va sortir bien sûr pour continuer son chemin vers les autres villages, vers les autres villes et ainsi de suite. Alors l'objectif bien sûr de ces, comment on les appelle ici? Ces barrages, d'accord? De ces barrages, premièrement, c'est la génération, deuxièmement, c'est diminuer le risque d'inondation. Ouais. Il a double, bien sûr, mission. Alors ça, c'est pour l'hydraulique, c'est clair? Bien. Par exemple, ici, un graphe, vous avez la force de l'eau qui agit sur la turbine, qui doit tourner à une vitesse de rotation bien précise, on va voir pourquoi. L'alternateur, ça nous donne une énergie électrique, soit 5, 10 jusqu'aux 20 kV. Ça passe par un transformateur pour que cette énergie soit augmentée. Et après,
en lavant à l'eau et ainsi de suite. Au Maroc, l'énergie hydraulique présente presque 7%. Ce n'est pas récent, n'est-ce pas, parce que c'était il y a 5 ans, je pense. C'est 1,66 TWh de la production nationale de l'électricité. Voilà. Il y en a plusieurs barrages très fameux. Il y a celui de Bilouidan, Aforer, Ilfot, et ainsi de suite. Alors là, ce sont des choses qui sont réalistes. C'est clair? On avance. Vous avez les centrales thermiques. Lorsque je dis centrale thermique, que ce soit le charbon, le fioul, le gasoil, tous fonctionnent de la même façon. Vous avez l'énergie fossile, qui est le charbon, c'est clair, qui vont se diriger vers un brûleur. Là, ils vont être brûlés, bien sûr, pour générer température. Au-dessus de ce brûleur, il y a une chaudière pleine de l'eau. Vous remarquez que au-dessus, la section de la chaudière diminue parce qu'ici, il va y avoir la vapeur, la vaporisation de l'eau. Et lorsqu'on diminue la section, ça augmente la pression, n'est-ce pas? La pression, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se diriger vers les pales des turbines pour faire tourner la turbine qui est liée elle-même à un générateur qui va tourner. Et ce générateur, il va générer de l'électricité selon, bien sûr, la F1. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit par la suite? Le réservoir d'eau, sa mission, c'est de faire quoi? Voilà, c'est de refroidir cette vapeur pour qu'elle devienne encore une fois liquide et se dirige vers la chaudière. Pourquoi on a besoin de refroidir et non pas utiliser un eau? C'est pas vraiment éviter la consommation d'eau, non. Parce que l'eau la turbine, elle est très chère. Ce qui fait l'eau avec laquelle qui sera vaporisée pour faire tourner la turbine doit subir beaucoup de traitements chimiques pour qu'il ne fait pas l'usure de cette turbine. Ce qui fait l'eau déjà, il est trop cher. Il ne faut pas le gaspiller. Il faut le réutiliser. Mais l'eau de réservoir de refroidissement, oui, je peux l'obtenir à partir de quoi? À partir d'une rivière à côté, n'importe quelle source d'eau qui est à côté. C'est clair? C'est pour cette raison que généralement, les centrales thermiques, vous les voyez soit à côté des rivières, soit à côté des mers pour le refroidissement. Mais l'eau utilisée pour le cycle de vaporisation et qu'il devient liquide bien sûr, l'eau par la suite, il est très traité. Très traité. Parce que vous connaissez. Prenez Khodom Kraj par exemple. Quand on fait le calcaire, le calcaire, il fait l'usure. N'est-ce pas? C'est la même chose. Et vous voyez dans ce cheminée, bien sûr, ce sont des gaz toxiques qui vont sortir. Très bien. Pétrole, fioul, n'importe quoi, c'est la même chose. Parce que l'eau utilisée ici, qui va être vaporisée, doit être traitée d'une manière à ne pas dégrader le métal des turbines. Parce que l'eau, de sa nature, qu'est-ce qu'il fait? Pour une voiture, si vous utilisez l'eau du robinet, ben la voiture ne va pas durer. Vous aurez toujours des problèmes. Pour le refroidissement de la voiture, on utilise, comme on l'appelle, l'antigel. Clair? Un eau qui coûte, par exemple, 70 dirhams pour 4 litres. C'est clair? Alors, imagine pour une turbine comme ça, pour une telle installation, l'eau qui doit être utilisée doit vraiment être très spéciale, très traitée. Sans sel, minéral, sans rien du tout. D'accord? Est-ce que c'est clair? Non, non, c'est pas vraiment la température.
Non, parce que nous, qu'est-ce qu'on veut? Nous, qu'est-ce qu'on veut? Ah, je comprends ce que tu veux dire. Oui, je comprends. Bah, votre collègue propose quoi? Que, au lieu de faire quoi? Au lieu de refroidir, utiliser la vapeur déjà chaude qui passe au chaudière, clair? Et après, elle passe, comment dirais-je? Elle commence à être vaporisée pour qu'elle passe sous une grande puissance, n'est-ce pas? Mais ici, le problème, c'est quoi? Faire chauffer le gaz, ce n'est pas comme faire chauffer de l'eau. L'eau occupe toute la surface. Le faire chauffer, à mon avis, ça demande moins de température que pour la vapeur. La vapeur, il y a toutes les turbulences, vous allez le voir dans la mécanique de fluide, les turbulences dans la vapeur, déjà sous pression, c'est clair? Et la faire circuler dans les tuyaux, ça va générer beaucoup de résistance, beaucoup de turbulences, ce qui fait, il s'est avéré que refroidir, avoir l'eau et le vaporiser, ça va être un processus d'accord, moins consommant au niveau de la résistance, au niveau de ces turbulences, pour faire tourner la turbine. Parce que nous, l'objectif, c'est quoi? C'est de faire tourner la turbine avec une force pression. Et obtenir cette pression, il vous faut régénérer l'eau et le faire bien sûr bouillir jusqu'à la vapeur, jusqu'à ce qu'il devienne à une forte pression. Parce que le refroidissement, ce n'est pas une chose qui consomme beaucoup d'énergie. Pourquoi? Parce que tu vas utiliser juste l'eau déjà froide, à côté des rivières, tu vois? Ce n'est pas un réfrigérateur juste à côté. C'est juste l'eau qui est juste après, une seule pompe, et ça va refroidir de l'eau. Alors, l'énergie thermique au Maroc présente presque 80% de la consommation. C'est pour cette raison qu'on dit que le Maroc importe l'énergie. Pourquoi on dit que le Maroc importe l'énergie? Parce que le Maroc importe l'énergie fossile. C'est clair? On importe le charbon, on importe le fioul, on importe le gasoil et ainsi de suite. Quelle est la plus grande station au Maroc pour la production d'énergie fossile? Elle n'est pas citée ici. La plus grande. C'est celle qui est à Sfar, si vous connaissez, à côté d'El Jadida. Principalement, elle est responsable de la production presque de 30% de l'énergie au Maroc, n'est-ce pas? Voilà, c'est Ajor. Voilà. Et la société qui fait la production, elle s'appelle Taqa. Avec Q ou bien avec K, je ne me rappelle plus. Mais comme ça. Ça, c'est le nom de la société. Bien. Pour le nucléaire, même chose. La fission de l'uranium, qu'est-ce qu'elle va générer? De la chaleur. Alors, vous avez un bâtiment réacteur, c'est clair? C'est lui qui est responsable de la génération de toutes ces réactions pour vous donner cette chaleur. Cette chaleur, par la suite, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va chauffer de l'eau. L'eau, par la suite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire tourner les turbines qui sont liées à un générateur ou bien alternateur. Ça va générer de l'eau. Et on aura besoin d'un cycle de refroidissement. Clair? Le cycle de refroidissement, on l'obtient à partir de ça, le circuit secondaire. Voici le circuit de refroidissement, c'est ça. On fait venir l'eau à partir des rivières, dans ce sens. Ils vont entrer ici pour refroidir l'eau déjà vaporisée. Et ils vont passer là. Tout ce qui sort ici, c'est la vapeur de l'eau. Ce n'est ni gaz carbonique, ni rien du tout. Pour les centrales nucléaires, vous voyez bien sûr une tour d'aroref, bien sûr, de refroidissement. Tout ce qui sort, c'est uniquement la vapeur de l'eau, rien de toxique. Mais c'est quoi le plus dangereux pour les centrales nucléaires? Ce sont les déchets nucléaires par la suite. Où est-ce qu'on va les mettre? Généralement, on les enterre. Mais tout ce qui sort, c'est pas toxique. C'est ça la différence.
C'est pour cette raison que la fumée qui sort, elle est blanche. Non pas que celle, par exemple, de l'énergie fossile et ainsi de suite. C'est noir. Bien. Alors là, ce sont les turbines. Et là, c'est le générateur, ou bien alternateur. L'eau des rivières, c'est lui qui fait le refroidissement. Oui. On fait entrer la vapeur dans un, par exemple, radiateur. Elle est la voiture. Où est le radiateur de la voiture? Il se trouve où? Le radiateur pour une voiture, il se trouve où? Au-dessus. Parce que devant une voiture, qu'est-ce que vous voyez? Par exemple, si je prends une voiture comme ça. Voilà. Il y a ici, bien sûr, la marque et ainsi de suite. Et vous avez, bien sûr, une grille comme ça, n'est-ce pas? On le fait pour faire tourner l'air. Parce que c'est juste derrière où il y a le refroidisseur, où il y a le radiateur. Lorsque la voiture circule, le vent fait refroidir, bien sûr, l'eau utilisée pour le refroidissement du moteur. Sinon, vous aurez bien sûr le moteur qui va qui va être collé. Vraiment. Et le moteur ne fonctionne pas. Très bien. Alors, quels sont les autres types ou bien sources d'énergie? Prenons, c'est clair le fossile. Nucléaire, c'est clair. Maintenant, pour le solaire. Il y a trois types. Trois types de centrales de production de l'énergie solaire. Qui sont? Panneaux photovoltaïques. Quoi d'autre? Regardez ça. Ah, c'est pas vraiment clair ici. Alors, je vais le tracer moi-même. Je ne parle pas maintenant des panneaux photovoltaïques. Je parle d'une autre source. Imaginez que vous avez une tour, comme ça. Vous avez deux circuits. L'eau, ici. Là. Et tout ce qui sort ici, c'est la vapeur. Si l'eau entre et la vapeur sort, certainement, il doit y avoir un point qui a une température extrêmement élevée. C'est ce point-là. Alors, comment augmenter la température de ça? Voilà. On fait un parc de miroirs. Comme ça. Beaucoup de miroirs qui vont faire quoi? Concentrer la lumière du soleil sur ce point. Vous avez le soleil. Vous avez plusieurs miroirs qui vont concentrer les rayons de soleil sur un seul point. Ce qui fait la température ici va être énorme, intense. Et ainsi, l'eau va être vaporisée pour continuer le cercle. Et là, ça existe à Nour 2. Nour 2 ou bien 3, à vous de voir, à Ouarzazate. Parce qu'à Ouarzazate, on a 3 stations. Nour 1, 2 et 3. Nour 1, c'est panneau photovoltaïque. Ça génère quoi? On a dit un courant d'essai continu. Mais là, c'est alternatif. Il y a un troisième type, qui est le Nour 3, qui utilise quoi? C'est quoi le problème avec l'énergie solaire? S'il y a de soleil, vous avez de l'énergie. Pas de soleil, pas d'énergie. Pour Nour 3, on utilise des miroirs paraboliques, comme ça. C'est bon? Et un tube à l'intérieur. Ce qui circule à l'intérieur, c'est un composant qui peut, on peut dire, stocker la température pour qu'elle soit exploitée. C'est clair? Le soir, après quelques heures après la couchée de soleil. C'est clair? Voilà. Il va sauvegarder ou bien sauvegarder cette température qui va faire bouillir de l'eau par la suite. C'est ça le but principal. Et cette forme parabolique, c'est quoi son utilité? Parce que la forme parabolique, si vous avez du soleil ici, la forme parabolique, elle prend les rayons du soleil et les concentre à un seul point. Dans ce point, on a mis bien sûr, comme les paraboles. Les paraboles, leur mission, c'est de faire quoi?
Prenez le signal issu des satellites et le concentrez sur un seul point. C'est le récepteur que vous aurez. Non. Il y a un projet de créer des centrales de production nucléaire, mais ça demande beaucoup de débats politiques, beaucoup de choses, d'accord? C'est pas donné à tout le monde. Les centrales de production nucléaire, ce sont... Parce que dans le risque de ne pas tomber dans les armes nucléaires. Ou si tu arrives à faire la fission, tu peux faire une arme. C'est quoi la différence entre une bombe nucléaire et une centrale de production nucléaire? C'est que, comment dirais-je, la fission, elle est contrôlée. Si elle n'est pas contrôlée, ça donne une explosion. C'est bon? C'est clair, s'il vous plaît? Voilà. Ça, c'est un tour pour l'énergie solaire. Il y a bien sûr éolien, c'est simple aussi. L'éolienne, vous le connaissez. Ben, il y a le vent qui va faire tourner quoi? Il y a des pales qui vont jouer le rôle de la turbine. Elle-même, elle est liée à un générateur qui va faire produire de l'électricité. C'est clair? Ah. Qu'est-ce qui nous reste? On a fait le tour de ça. Il y a l'énergie des vagues. Comment les vagues vont vous produire de l'énergie? Vous voyez la force mécanique, qu'est-ce qu'elle va faire? Non, pas vraiment. Les vagues, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les vagues, il y a la marée haute et la marée basse. Oui. Alors, imaginez que vous avez ici la mer, d'accord? Ben, la mer, elle fait quoi? Elle monte et elle descend. Clair? Elle monte et elle descend. Si, imaginez que ici, vous faites quelque chose qui flotte, un flottant. Et dans cette chose qui flotte, alors, comme, voilà. Et ici, vous faites une tige. Si celle-là monte, cette tige, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se diriger dans ce sens. Parce que si elle monte, elle se dirige dans ce sens. Si elle descend, ça se dirige dans ce sens. Ce qui fait vous aurez quoi? Le mouvement haut et bas va vous donner par la suite un mouvement gauche-droite. Si vous avez un mouvement gauche-droite, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ce mouvement? Pour gonfler un pneu, qu'est-ce que vous faites? Comme ça. N'est-ce pas? Ce qui fait, si vous avez un mouvement va-et-vient, c'est comme si vous avez bien sûr une pompe pour gonfler. Pour gonfler, qu'est-ce que vous faites? Comme ça, n'est-ce pas? Alors cette pompe, qu'est-ce qu'elle va faire par la suite? Elle va remplir un réservoir d'air. Ça sera l'air compressé, n'est-ce pas? Un réservoir d'air sous pression. Qu'est-ce que c'est mieux? Compresseur. Sous pression. Alors, si vous ouvrez une petite fenêtre dans ce compresseur, vous avez bien sûr l'air sous pression qui va faire quoi? Faire tourner la turbine qui est liée à un générateur. Voilà, c'est comme ça qu'on l'observe. Alors, le mouvement haut et bas vont faire gonfler un réservoir d'air. Par la suite, l'air sous pression, vous pouvez l'utiliser pour faire tourner autre chose. Il y en a bien sûr, mais n'est pas trop exploité parce que vraiment, ils n'ont pas énormément d'énergie. Mais c'est une solution. Pour les panneaux photovoltaïques, c'est autre chose. Vous n'avez pas encore vu la jonction PN, non? Voilà, vous allez le voir en électronique analogique. C'est la base de l'électricité. C'est la base de tout, vraiment. Transistor, porte logique, tout ce que vous pouvez imaginer. Bien. Et là, vous avez bien sûr un groupe électrogène. Le groupe électrogène, sa mission, c'est de faire quoi? Si vous avez une fête
C'est clair, vous pouvez faire ça. Ou bien, généralement, on le fait où le groupe électrogène? Dans les hôpitaux. Là où la coupure d'électricité n'est pas tolérée. Si on a une coupure, il y a le groupe électrogène dans le carburant, c'est le diesel. Le diesel, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tourner, comme la voiture. Il fait tourner le moteur. La rotation vous donne bien sûr par la suite l'éclairage. Mais on l'utilise souvent. Au moment de la coupure, ça démarre automatiquement. Généralement, dans les endroits, là, on ne veut pas les coupures d'électricité. Vous avez le diesel, moteur thermique, exactement comme la voiture. La voiture elle-même, bien sûr, il y a de l'électricité. La radio et tout cela. Ça fonctionne comment? Le moteur génère de l'électricité. Il y a un alternateur à l'intérieur. Bien. Les feux des voitures et ainsi de suite. Très bien. On a vu maintenant la production. Par la suite, on va voir en détail le générateur. Ce qui est à l'intérieur, on va l'étudier. Pour le transport et la distribution, qu'est-ce qu'on a dit? Que l'énergie consommée, ou bien sûr, l'énergie produite doit être égale à l'énergie. Comment être sûr que cette équation, elle est satisfaite? Oui. Oui, bien sûr, elle joue un rôle très essentiel, mais ce n'est pas comme ça. Alors, regardez, si l'énergie produite, imaginez, à un moment donné, il y a beaucoup de soleil, beaucoup d'eau, beaucoup de production d'énergie fossile, et que l'énergie produite est supérieure à l'énergie consommée. Qu'est-ce qui va se passer? De l'énergie doit être transformée en une autre chose. Généralement, elle se transforme en énergie. Cette différence, elle se transforme en énergie thermique. L'énergie thermique pour les câbles électriques, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les câbles vont être échauffés, n'est-ce pas? On aura une destruction des câbles. On aura une perturbation de réseau. Ce n'est pas souhaitable d'avoir. Ce n'est pas souhaitable. Alors là, ça génère bien sûr une perturbation au niveau du réseau. Qu'est-ce que j'ai? Perturbation du réseau. Lorsque je dis du réseau électrique, ce sont les câbles de transport, toutes les installations qui sont entre la production et la consommation, destruction aussi, n'est-ce pas, endommagement de réseau et ainsi de suite. Là, c'est pas souhaitable, on veut pas ça. Si l'énergie produite, par exemple, il est inférieur à l'énergie consommée, qu'est-ce qui va se passer? Les coupures d'électricité. Si je produis moins que je consomme, à un moment donné, il y a une coupure. S'il y a une coupure, c'est le cas. On ne coupe pas sur les villes, on coupe sur les villages. C'est pour cette raison que dans les villages, vous avez des coupures d'électricité assez fréquemment. Alors que dans une ville comme Rabat, c'est très rare d'avoir une coupure d'électricité. Toujours, on préfère couper sur les villages, sur les endroits là où il nous présente. S'il y a qu'une coupure, c'est pas très grave. Alors que là, il y a l'administration, il y a bien sûr les industries, il y a les hôpitaux, il y a tout cela, c'est pas souhaitable. Qui se charge de choisir sur qui on va couper? C'est une personne derrière, n'est-ce pas? Qu'on appelle le centre de dispatching. Dispatching. Je pense en tête. Dans le centre de dispatching, on veille 24 heures sur 24 heures à voir, bien sûr, la consommation, la production et faire les choix nécessaires pour le bon fonctionnement. Ce qui fait, qu'est-ce qu'on veut? Bien sûr, si l'énergie produite elle est supérieure à l'énergie consommée, la différence, je ne peux pas la stocker parce que l'énergie n'est pas stockable. Bien sûr, vous stockez des faibles énergies sur des petites batteries de téléphone, mais pour une grande quantité d'énergie, il n'y a pas moyen de stock. Certes, il y en a quelques solutions là ou là. On va les voir. Mais il faut toujours que l'énergie produite est égale à l'énergie. Comment je peux savoir l'énergie consommée instantanée? Comment je peux savoir la consommation actuelle maintenant du Maroc a besoin de quoi? C'est clair ici.
Il faut que toujours la production soit égale à la consommation. C'est normal. Comment je peux en être sûr que c'est le cas? Alors, imagine, vous avez 30 millions de Marocains, n'est-ce pas? Presque, il y a 37. C'est ça, 37 millions de Marocains. Et je ne sais pas qu'est-ce que vous allez faire maintenant. Prendre une douche ou bien charger votre téléphone, voir la télévision, je ne sais pas. C'est pas quelque chose qu'on peut calculer. C'est pour cette raison qu'il y en a des chartes, ou bien des statistiques. Les statistiques sont faites d'une manière annuelle pour voir la consommation journalière, la consommation hebdomadaire, mensuelle du Maroc. Parmi les statistiques qu'on a trouvées, par exemple, si on fait des statistiques, on peut l'étaler sur une journée, commençant de minuit jusqu'aux 23h50. C'est pas? Ça, c'est 00, 2.0. Qu'est-ce que je vois? Prenons juste une courbe, sans entrer dans les détails. La courbe ici, elle est basse. Elle tient à augmenter. Elle augmente et puis elle diminue. Et ça recommence. Et pour bien sûr le lundi, mardi, mercredi jusqu'au vendredi, c'est la même courbe. Samedi, ça diminue un peu. Et le dimanche, qu'est-ce que vous voyez? Ça, c'est la matinée du dimanche. Colginas. N'est-ce pas? Parce que la matinée, c'est de là. Par exemple, de 7 heures. Regardez, à partir de 7 heures, la courbe augmente. Mais vraiment, le soir, vers 20 heures du soir, tout le monde est chez lui, en regardant la télévision, ou bien en faisant quelque chose, mais toutes les lampes sont allumées. Et pour cette raison, vous avez un pic. Et ça descend encore. Ce qui fait là, on a une estimation. Je peux dire que, par exemple, à 8 heures, le Maroc a besoin de 1000 mégawatts. Ce qui fait que je vais faire démarrer les usines pour qu'elles produisent 1000 mégawatts. Et je sais que vers 20 heures, j'aurai besoin du double. Ce qui fait que je vais démarrer autre chose. Et comme ça, pour garder cette courbe. Certes, je ne vais pas être égal, mais je vais à ce que ce soit égal ou bien juste inférieur. Si c'est inférieur, je coupe sur un village. C'est ce qui se passe, oui. N'est-ce pas? Et puis, je peux récompenser. Là, il y a un manque, je démarre autre chose. Maintenant, regardez. C'est clair la courbe ici. Et supposons, il y a un événement quelque part durant la semaine. Par exemple, en 2030, on aura la finale de la Coupe du Monde. Je sais qu'il y aura un pic. Je fais des prévisions, n'est-ce pas? Je fais des prévisions qu'à 7 heures, il y a un match. Tout le monde regarde la télévision, il y aura un pic. Je dois bien sûr satisfaire. Alors, suivez bien. Maintenant, comment répondre à cette courbe? C'est pas aussi simple. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'il y a toujours un minimum en permanence. Toujours 1000, que ce soit le jour, que ce soit la nuit, 1000 mégawattheures doit être bien sûr libre. Alors, qui va s'occuper bien sûr de cette 1000 mégawatts? Par exemple, je fais juste un exemple. Quelle centrale de... Oui, tout est géré par l'ON. Quelle centrale que je vais utiliser ici? Ce sont les centrales dont le démarrage et l'arrêt, c'est très dur. Parce qu'une centrale thermique, pour la faire démarrer, ça prend des mois. Pour l'éteindre, ça prend des mois. C'est pas assez simple, n'est-ce pas? Ce qui fait, je ne veux pas à chaque fois démarrer et éteindre une centrale thermique. C'est pour cette raison que les centrales thermiques doivent fonctionner en permanence. En permanence. Là, ce sont des centrales thermiques. Qui est le plus flexible? Solaire, je sais que le soleil va avoir une limite. Par exemple, de 8 heures jusqu'au, par exemple, 18 heures. Juste un exemple. Ça, c'est solaire. Parce que le soleil, c'est pas la nuit. Ce qui fait qu'il vous reste des gaps. Par contre, je vais compenser à des gaps. La plus facile,
Ce sont l'hydraulique. Ouvrez le robinet, l'eau. Fermez le robinet, l'eau, c'est très flexible. Là, tout ce qui se passe, bien sûr, il y a les vents et il y a l'hydraulique. C'est la raison pour laquelle on a besoin d'avoir différentes sources de production d'énergie, différentes flexibilités. On va bien sûr suivre la. Si on n'a pas une flexibilité, je ne peux pas suivre cette. Si à un moment donné, par exemple, je me trouve, si par exemple, à un moment donné, par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Je produis plus que je consomme. Qu'est-ce que je vais faire avec tout ce qui se passe? Avec toute énergie perdue. Je peux la vendre ailleurs, je peux la vendre à un autre pays. Les pays voisins, comme l'Espagne, comme l'Algérie, s'ils ont besoin. Non, stocker, c'est difficile. Tu dois la vendre, tu dois t'en débarrasser de cette énergie. De même, si on aura besoin, on peut acheter. Et à la fin, combien j'ai vendu, combien j'ai acheté, je peux voir que c'est un match nul, pas entre les. Pour stocker, s'il vous plaît, ce type d'énergie, c'est très compliqué, mais il y a des solutions. Quelles sont ces solutions pour stocker l'énergie? À un moment donné, je me retrouve avec une énergie produite supérieure à une énergie consommée. Comment je peux la stocker? Je peux regarder. Imaginez que vous avez ici des masses. Masse 1, masse 2, masse 3. Si j'ai beaucoup d'énergie, je peux faire soulever les masses à une hauteur. Si j'ai besoin d'énergie, je vais faire descendre les masses. En descendant, ils vont faire tourner, bien sûr, un générateur. Ce qui fait, je prends cette masse et je la mets à une hauteur, c'est une énergie potentielle, et je peux convertir l'énergie potentielle en énergie électrique. Parce que l'énergie potentielle, en descendant, elle se transforme en énergie mécanique, qui va faire tourner, par exemple, quelque chose, et après, je peux l'utiliser. Ce qui fait, si j'ai un excès, je peux faire remonter, bien sûr, beaucoup de masse à plusieurs endroits. Je peux recircuiter des courants. Comment? Recircuiter des courants. C'est ça. De l'énergie excessive, je vais l'utiliser pour faire monter, bien sûr, des masses. Comme ça, j'utilise cette énergie. Et si j'en ai besoin, je fais descendre de les masses. En descendant, ils vont descendre, bien sûr, lentement. Et en descendant, ils vont faire tourner les petits générateurs. Vous voyez? Mais écoute. Il y a aussi une solution. Imaginez que vous avez un réservoir d'eau. Si vous aurez besoin d'eau, qu'est-ce que vous faites? Vous faites couler l'eau ici, n'est-ce pas? Là, vous avez de l'eau. S'il y a un excès de production, vous pouvez remonter l'eau pour remplir les réservoirs, pour l'utiliser par la suite encore une. Ce sont des solutions proposées pour toujours garder le EC produite, l'énergie produite égale l'énergie consommée. Mais c'est coûteux. On préfère faire quoi? S'en débarrasser et la vendre. Bien. Regardez, la production elle-même n'est pas assez simple. Il faut veiller à beaucoup de choses. Alors, assurer au client la puissance dont il a besoin, c'est le premier objectif. Fournir une tension stable dont les variations n'excèdent pas combien? Plus ou moins 10%, ça veut dire nous, on produit l'électricité chez nous. Elle arrive à 220 volts, plus ou moins. Je peux tolérer, bien sûr, 10%. Mais si ça dépasse, j'endommage, par exemple, l'ordinateur, j'endommage la machine à laver, ainsi de suite. Si c'est inférieur, ça va plus fonctionner. Fournir une fréquence stable dont la variation n'excède pas 0,1 Hz. La fréquence qu'on utilise, c'est combien? 50 Hz. La fréquence, il faut garder en tête que la fréquence, c'est elle qui est responsable à la vitesse de rotation des moteurs. Si la fréquence augmente, la fréquence augmente. Imaginez des procédés dont la vitesse de rotation doit être régulée. Et moi, je suis le producteur. Si la fréquence varie à un moment donné, tout ce système, toute la fréquence de mixage et ainsi de suite, ça va être endommagé, n'est-ce pas? C'est pour cette raison que la fréquence, elle est très importante.
Au Maroc, en France, on utilise 50. Aux États-Unis, en Angleterre, on utilise 60. Très bien. Maintenir les normes de sécurité rigoureuses et veiller à la protection, c'est un élément très essentiel, la protection de l'environnement. C'est pour cette raison qu'on préfère utiliser les énergies renouvelables, même si leur production n'est pas aussi comparable à l'énergie fossile. Alors maintenant, suivez bien. Comment, s'il vous plaît, veiller à ce que la tension soit stable? Et comment veiller à ce que la fréquence soit stable? Il y a deux éléments, si vous vous rappelez bien ici. Il y a deux éléments. Il y a le champ magnétique. Le champ magnétique, il est produit par quoi? Par une bobine, un électroaimant, on a dit. Il y a quoi? La vitesse de rotation. La vitesse de rotation, c'est elle qui est liée directement à la fréquence. Rotation par minute, 1 sur seconde. Vous pouvez le voir comme ça, tour par seconde, et ainsi de suite. Ce qui fait, qui détermine, s'il vous plaît, la fréquence qu'on va avoir? C'est la vitesse de rotation du rotor. Si elle augmente, ce qui fait qu'elle ne doit pas dépasser, elle ne doit pas tourner à une très grande vitesse, elle ne va pas tourner, bien sûr, à une vitesse très basse. Ça doit être généralement 3000 tours par soit une chute d'eau, soit la vapeur qui fait tourner la turbine, soit ça. Je dois la garder à 30. Si ça dépasse, je ferme la valve de la vapeur d'eau. Ou bien je réduis la valve du robinet qui va s'ouvrir pour faire tourner l'air. Si ça augmente, si ça diminue, j'ouvre la valve. Ce qui fait qu'il doit y avoir un régulateur. Sa mission, c'est de faire quoi? Contrôler le débit de vapeur ou bien du courant. Maintenant, l'intensité du champ magnétique, c'est elle qui sera directement liée plus ou moins à la tension. Ce qui fait, si je veux réguler la tension, je dois réguler quoi? Champ magnétique. Pour réguler le champ magnétique, je dois agir sur quoi? Le courant d'excitation. C'est pour cette raison que je ne préfère pas utiliser un aimant permanent, mais je préfère utiliser un électroaimant parce que c'est simple à le régulariser, à le réguler plus. C'est clair? Alors, on a fait un tour maintenant sur la production de l'énergie. Ces choses, vous allez les détailler davantage par la suite. Bien sûr, si vous choisissez la filière G. Mais sans électricité, il n'y a ni GE, ni info, ni rien du tout. Il y a ça. N'est-ce pas? Oui. Il n'y a rien plus. On continue. Des questions avant de continuer, s'il vous plaît. Maintenant, on doit voir, s'il vous plaît, le transport. La production, je présume que c'est clair. Notre mission, ce n'est pas, bien sûr, d'étudier pour le moment les générateurs, parce que c'est tout un module que vous allez voir par la suite. On a vu pourquoi c'est important d'avoir divers types de centrales de production d'électricité. Très important. Pour avoir cette flexibilité afin de suivre la courbe, afin de garder le E7 égal à EP. J'ai maintenant l'électricité. Il faut faire quoi? Premièrement, la transporter. Regardez ici. Ça, c'est une centrale de production d'électricité. Regardez, elle est à côté de quoi? Une rivière. On sait pourquoi elle est à côté d'une rivière. Les cheminées, généralement, vous allez les voir avec rouge et blanc. Pour quelle raison? Voilà, pour qu'elles seront visibles pour les avions. Avec, bien sûr, des lumières qui clignotent. Vous allez les voir. Alors, je les vois souvent parce que je suis d'El Jadid. Mais pour vous, il faut visiter Georges Sage. Très bien. Par la suite, il y a le transport. Regardez.
Regardez le chemin ici. Comprends. Vous avez les centrales de production d'électricité. C'est clair? Ça vous donne, ou bien ils sont générés à une tension vraiment très spéciale, 5, 10, 20 kHz. Ce sont les solutions, ce sont les tensions par défaut qu'on peut utiliser. Par la suite, pour les transporter dans le transport, on le transporte à quelle tension? 400, ça ou ça. On le transporte à une tension très grande. On va voir pourquoi cette raison. Il y a des interconnexions vers d'autres pays. Pour quelle raison? Pour la vente et l'achat. Si vous avez un excès ou bien un manque. Soit l'Algérie, soit l'Espagne, et ainsi de suite. Comme je peux donner à des grands consommateurs, quels sont les grands consommateurs? Ceux qui utilisent une forte tension. Pour faire tourner, bien sûr, les machines, par exemple, le fixage de l'OCP, les mines, destruction des pierres et l'OSF, les locomotives, et ainsi de suite. Comme je peux bien sûr les vendre à des installations domicile, mais à cette condition, la vente doit être à 220, 50. Mais cette tension, elle doit subir beaucoup de transformations. Elle doit chuter. Là, bien sûr, la tension augmente. Et puis, elle doit diminuer. La question, pourquoi on aura besoin de faire lever la tension à un certain moment et après la faire diminuer? Très bien. Parce que le transport, il est sur des centaines, voire des milliers de kilomètres. Super? Par exemple, c'est à 300 kilomètres de Rab. On est d'accord. Il peut que cette énergie, elle est à combien? Très loin. Très loin. Et qu'une partie de cette énergie, on la consomme ici. Parce que le réseau, c'est un réseau. Pourquoi on l'appelle un réseau? Tout est interconnecté. C'est clair, tout est interconnecté. Alors, c'est pour cette raison qu'on utilise des transformateurs. Alors, je vais vous expliquer pourquoi on a besoin de faire monter la tension. Mais avant, il faut bien sûr qu'on se mette d'accord sur un classement des tensions. La tension, je peux la diviser en deux grandes parties. La basse tension BT, la haute tension, la HT. Là, ce sont des normes. Et il y a la très basse tension, TBT. Généralement, la très basse tension, la tension maximum, c'est... À votre avis, pourquoi c'est 50? Bien sûr, là, je parle de l'alternative. Là, la très basse tension, c'est 50. Parce que 50 volts, et ça t'est avéré que 50 volts, dans un environnement sec, c'est la tension maximale que peut supporter un être humain. C'est clair? Alors, toute commande, tout contact avec l'être humain, ça ne doit pas dépasser 50. C'est pour cette raison que dans les industries, vous allez avoir un circuit de puissance, un circuit de commande. Le circuit de commande, il est sur une basse tension. 12 volts, 48, 24. C'est clair? Pour les circuits de puissance, c'est pour démarrer les moteurs et ainsi de suite. Maximum, regardez. Dans un environnement sec, maximum, c'est 50 volts. Dans un environnement humide, comme les salles de bain, par exemple, 25, elle est mortelle. Dans les environnements submergés, par exemple, comme une piscine, 12 volts, elle est mortelle. Tout cela, c'est pour l'alternative. Mortelle, je veux dire. Bien. La haute tension, on peut la diviser en deux, le HTA et le HTB. Toujours le A, il est moins que le B. La basse tension, il est de type A et le type B. À la suite, bien, s'il vous plaît. C'est clair? Essayons d'avance. Je dois trouver une feuille là où écrire. Merci. Pour vous expliquer ça. حلو نديرو هنايا le traçage des tensions.
Regardez. Je produis l'électricité à quelle tension? HTA, HTB, BTA, BTB, qu'est-ce que vous en pensez? Le 20 kHz, il est où? HT, A. On la transporte à HTB. Je commence à la distribuer HTA. Je l'utilise chez moi à BT. C'est clair? Est-ce que je suis ça? Où est le BT? BT, c'est tout cela. Tout ce qui est moins de 1000 volts, c'est BT. C'est clair? Tout ce qui est supérieur à 1000 volts, c'est le HT. Très bien. Alors, qui permet de passer de HT à HTB? C'est un transformateur. Le symbole de transformateur, c'est ça. Là, c'est un transformateur. Là, c'est un transformateur. Ainsi, les choses, je peux les représenter comme suit. Vous avez la production d'un transformateur qui va la faire monter à HTB. Là, vous avez le HTA. Ça, c'est le transport. Après le transport, une première diminution à HTA. Ça, c'est la distribution. Et après, vers l'utilisateur à 220 volts, vers le bête. Ce poste, maintenant, comment je vais l'appeler? Un transformateur HTA/HTB. Ça, c'est un transformateur HTV/HTA. Ça, c'est un transformateur HTA-bête. C'est comme ça qu'on dit. Pour mieux comprendre par la suite. HTA-bête. Ou bien c'est un poste de transformation HTA-bête. En réalité, la production, le transport et tout, il n'est pas... Ça, c'est un schéma je l'appelle unifilaire. Pourquoi unifilaire? Parce que je représente uniquement à la fois un seul fil. Mais en réalité, c'est triphasé. Ce sont 3 fils qui seront transportés. Ici, vous pouvez avoir 3 fils plus un 9, n'est-ce pas, à la fin. Parce que en BT, vous avez ce transformateur dans l'entrée, c'est 3 fils. C'est un transformateur, on a dit HTA BT. À la sortie, on aura 3 fils plus un, éventuellement un autre. Pourquoi? Parce que les maisons, si vous avez une maison, vous lui donnez une phase et vous lui donnez un autre. Une deuxième maison, ça sera la phase 2 avec le lobe. Une troisième maison, ça sera la phase 3 avec le lobe. On essaie de faire un équilibre entre les phases pour que le réseau soit, entre guillemets, équilibré. Il y a le réseau souvent déséquilibré. Pour le moment, pour notre élément de module, on va voir uniquement le réseau triphasé équilibre. À déséquilibrer, c'est pas très compliqué. C'est clair. En réalité, c'est 3 fils. Ou bien on fait un schéma comme ça, unifilaire, et je fais un /3. Ça veut dire que là, il y a 3 phases. On est d'accord ici? Les transformateurs, vous pouvez avoir 3 types. À un moment donné, le transformateur, il fait élever la tension, ou bien il fait la baisser. L'élever, je l'appelle un transformateur élevateur. S'il l'abaisse, je vais l'appeler un transformateur rabaisseur. Si les deux sont égaux, je peux l'appeler un transformateur isolateur. Il fait l'isolation galvanique. Là, c'est bien sûr, pour autre application. Ce n'est pas le transformateur. Alors, on peut l'écrire. Je peux effacer, c'est bon? Alors, si la tension de sortie elle est supérieure à la tension, bien sûr, tension c'est V. V de l'entrée, c'est un transformateur élévateur. Si V, bien sûr, supérieur, si Vs elle est inférieure à VE, c'est un abaisseur. Si Vs est égal à VE, c'est un isolateur.
Il fait l'isolation galvanique entre deux circuits. S'il y a un problème là, ça ne va pas affecter l'autre. Clair? Alors, pourquoi on lui donne bien sûr le symbole? On va l'étudier dans notre cours. Parce qu'en réalité, ça, ce sont deux bobines, n'est-ce pas? La bobine ici et la bobine ici. Si vous les voyez de dessus, les deux bobines, vous allez voir deux cercles qui partagent un même corps ferromagnétique. Voilà. C'est ça l'idée. Un exemple de transformateur. Où est-ce qu'on peut le trouver? Chargeur de téléphone. Mais ça, c'est une alimentation à découpage principalement. Oui, il y a un transformateur, c'est ça. Quoi d'autre? Panneaux solaires. Mais les panneaux solaires, le problème c'est quoi? C'est qu'ils génèrent une tension continue. Et la tension continue, pour la transformer, pour la modifier, le transformateur fonctionne uniquement avec l'alternative. Il faut le connaître. Pourquoi? Parce qu'il y a un champ magnétique qui doit être induit. Pour avoir un champ magnétique induit, tu dois avoir le D sur dt. C'est pour cette raison qu'on utilise des onduleurs. Panneaux photovoltaïques, après onduleurs, onduler la tension et après l'utiliser avec un transformateur. Alors, ça sera un objectif pour la suite. Bien. Maintenant, on est sur la phase du transport. Alors, pourquoi on fait monter la tension? C'est une question très importante. Regardez s'il vous plaît. On va essayer de suivre. C'est très important maintenant. Comme on a vu l'année dernière, un câble électrique, je peux le modéliser, un câble, un seul. Je peux le modéliser par quoi? Par une résistance en série avec une bobine d'inductance en parallèle avec une capacité. Vous vous rappelez? D'où vient la résistance? C'est simple. N'importe quel métal conducteur qui présente une résistance dont la valeur c'est ρ, la longueur de ce câble divisée par la section de ce câble. Un câble, un métal avec une longueur, avec une section, automatiquement la résistivité les dedans, ça vous donne une résistance. La résistance à la circulation du courant. Alors, c'est certes qu'on doit toujours utiliser, mais le symboliser par une résistance. D'où vient l'inductance? Pourquoi il y a une bobine? Parce que si je transporte un courant alternatif, alors suivez bien s'il vous plaît. Alors, on chauffe un espace pour écrire. Bien. Si je transporte un courant alternatif sur un câble électrique, un courant alternatif, je veux dire, ça c'est un courant alternatif, n'est-ce pas? Vous connaissez que le courant, selon la quatrième équation de Maxwell, il crée un champ magnétique. Bien. Selon la loi de Kidron aussi, la loi d'Ampère. C'est quoi la direction du champ magnétique qui va se créer par ce courant? Voilà, vous utilisez, je me rappelle bien, la main droite. Le pouce, c'est la direction du courant. Les doigts vont vous donner la direction du champ. Ce qui fait, là, c'est entrant. Là, c'est sortant. Ça va être comme ça. Vous suivez? Et puisque le courant est alternatif, le champ magnétique sera aussi variable. Alternatif. Et si le champ est alternatif, vous utilisez l'équation de qui maintenant? De Faraday. La variation via un champ magnétique variable vous crée une FEM. La FEM, c'est quoi aussi? C'est la résistance ou le courant. Ce qui fait le courant, c'est quoi? C'est la FEM. Est-ce que vous avez une résistance ici? Oui, ça existe sur un câble. Ce qui fait, si j'ai la FEM, et je vais la voir en utilisant quelle règle maintenant? La main gauche. Avec le pouce, c'est qui? C'est le champ magnétique. Et les doigts vont être la direction du courant. Prenons celle en haut.
Le champ magnétique, ça se dirige vers moi. Le courant, il va être comme ça, le courant induit. Qu'est-ce que vous voyez? Que le courant qui sera induit s'oppose au courant qui le génère. Et ça, c'est l'effet de la bobine. C'est l'effet, bien sûr, de l'inductance. Lorsque vous avez deux choses qui s'opposent, qui fait ça? C'est l'effet bobine. L'effet d'induction, n'est-ce pas? C'est pour cette raison que je dois modéliser ça par une bobine. On est d'accord ici, s'il vous plaît? Alors, toujours lorsque j'ai un courant alternatif, crée un champ magnétique. Ah, vous le connaissez. Et le champ crée un courant. Toujours. Courant crée un champ et le champ crée un courant. Vous ne pouvez pas séparer les deux. Maintenant, si le courant il est variable, bah, le champ sera variable. Le champ lui-même, tu utilises la main gauche. Hadas, il est vers moi, parce que moi je vois l'écran. Chez vous, vous voyez le projecteur. Il est vers vous. Il est vers vous. Mettez le pouce à la direction du champ qui est en haut. Le courant qui se crée, ce sont les doigts. Il va être dans ce sens. On l'appelle le courant induit. Le courant induit, il est dans quel sens? Opposé au premier. C'est pour cette raison que la Fm est égale à quoi? Moins la loi de Lenz. Toujours, il y a une opposition. Moins D sur D. Le signe moins, il vient de cette opposition des choses. Le fait d'avoir une opposition, ça, c'est l'effet bobine. On peut le dire que c'est l'effet inductance. C'est clair? À chaque fois que tu as une opposition, un courant qui induit un autre courant, c'est indirectement un courant crée un champ, le champ crée un autre courant qui est opposé au premier courant. On modélise ça par une bobine. C'est la bobine qui fait ça. Parce que la bobine, qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi on dit? Parce qu'il y a ici une résistance, n'est-ce pas? La bobine, qu'est-ce qu'elle fait? Lorsque, par exemple, tu fais fermer un circuit électrique, est-ce que le courant passe? Comment la bobine fonctionne? Si à un moment donné, ici, tu as une tension, ben, le courant, il fait quoi? Il prend du temps pour qu'il atteigne la valeur maximale. Là, il a subi quoi? Une résistance. Parce que la bobine résiste à la variation du courant. Et à chaque fois on a une opposition, c'est comme s'il y a quelque chose qui résiste à ce courant. C'est l'effet inductance. C'est clair, maintenant, il faut le... Alors, quand est-ce que je vais me débarrasser de cette inductance? Si le courant initial était continu, si le courant ici il est continu, le champ magnétique il est continu, mais le champ magnétique continu ne fait pas induire la tension, parce que la Fm est égale à moins D sur dt. D sur dt, c'est constant. Pas de Fm, pas de ça, pas d'effet inductif. Pour se débarrasser de cette bobine, qu'on l'utilise pour modéliser l'effet, voilà, de l'inductance ici, on utilise la tension continue. Qu'est-ce qui nous reste? De la capacité. D'où vient de la capacité? N'est-ce pas? Il y a une capacité aussi. Généralement, le câble que vous utilisez, par exemple le câble que j'utilise ici, il est sur Terre, n'est-ce pas? La Terre, je peux l'utiliser, et comme elle est neutre, ça c'est la Terre. Quelque chose neutre, imaginez, la quantité des charges positives est égale aux charges négatives. Je peux l'avoir comme ça. Et en réalité, le câble, qu'est-ce qu'il transporte? Des charges négatives. C'est la circulation du courant. Il faut imaginer ça pour mieux comprendre. On ne va pas entrer dans les détails internes. Il y a un excès d'électrons, n'est-ce pas? À côté de la Terre qui est neutre, qu'est-ce qui va se passer? Ben, si je rapproche de les deux, il va y avoir une répulsion. Les charges qui sont négatives vont changer de position. Qu'est-ce qui reste sur la surface de la Terre? Regardez, quelque chose de négatif avec quelque chose de positif, c'est comme si vous avez un condensateur. D'où vient l'effet capacitif, aussi bien sûr du câble. Ce qui fait un câble qui transporte
un signal alternatif, on doit le modéliser nécessairement par une résistance en série avec une inductance en parallèle avec une capacité. Tu n'as pas le choix. Pour minimiser l'effet capacitif, qu'est-ce qu'il faut faire? Si je sépare les plaques, la capacité augmente ou bien diminue? Diminue, bien sûr. Si je sépare les plaques, la distance, la capacité, elle est inversement proportionnelle à la distance entre les deux plaques. C'est pour cette raison que les câbles de transport d'électricité, vous les voyez, éoliennes, en éolienne, avec une grande distance entre eux et la Terre. Ce n'est pas souhaitable de les enterrer, parce que vous aurez un effet capacitif énorme. C'est clair, vous allez dire, c'est pour cette raison, n'est-ce pas? Bien. Alors, je reviens maintenant. Voici la modélisation d'une ligne de transport d'électricité. Quand est-ce que des effets auront effet? Si la longueur, le câble il est lent. Et s'il est petit, bien sûr, on néglige, parce que c'est très faible. C'est très faible. Mais si c'est sur des centaines de kilomètres, non, il va y avoir un effet. Alors, c'est bien. Maintenant, vous connaissez que les paires joules, d'après ce qu'on a déjà vu, sont quoi? R fois I carré. C'est la puissance de perte en ligne. Ça veut dire, si vous avez une résistance, si vous avez un courant qui passe par cette résistance, il y a une paire joule qui se transforme en température, en watts. Qui dit watt, c'est une énergie, c'est une puissance réelle. Vous pouvez la sentir. R, c'est la résistance de la ligne en an. I, c'est l'intensité de la ligne en ampères. La puissance transportée. Imaginez que la puissance qu'on transporte, généralement, c'est quoi? C'est la tension pour le courant. Oublions le cos phi, ainsi de suite. U, c'est la tension transportée. I, c'est le courant de ligne. Alors, comme vous voyez, le I est égal à puissance sur U, cela veut dire que les paires joules, c'est quoi aussi? C'est la résistance. Les paires joules, ils seront la résistance fois la puissance transmise divisée par le U, le tout O. Alors, moi, j'ai intérêt à faire quoi? Minimiser les paires joules et à garder la puissance transmise. Et je ne peux pas minimiser la résistance. Je dois faire quoi? Augmenter la puissance. D'où la raison pour laquelle on fait utiliser un transformateur élevateur. Utilisant bien sûr un transformateur HTA, HTB, qui transforme les 20 kV en 400 kV. Uniquement dans l'objectif de diminuer les pertes par effet Joule. C'est ça la raison principale pourquoi on fait lever la tension dans le transport. C'est clair, s'il vous plaît? Parce que la puissance transmise, je veux la garder. Je ne veux pas qu'elle diminue. C'est ce que je veux transporter. La résistance, tu n'as pas le choix. Comment minimiser la résistance? Utiliser un meilleur conducteur, de l'or par exemple, mais c'est inimaginable, ou bien de l'argent. Même le cuivre, c'est trop cher. On utilise l'aluminium. Parce que les cuivres, ils le volent. Il y a plusieurs voleurs qui prennent les câbles de transport d'électricité parce qu'ils sont en cuivre. Bien. Est-ce qu'il y a un moyen pour minimiser la résistance? Non. La réponse, elle est là. Il y a le seul moyen, c'est de faire quoi? Augmenter la section. Parce que la résistance, c'est quoi? Rho, L sur... Soit minimiser la longueur, mais la longueur, je ne peux pas la contrôler. Je ne peux pas minimiser la distance entre les rames. C'est jamais le... Ce qui fait, je peux augmenter la section du conducteur. Augmenter la section du conducteur augmente les prix de ce conducteur. La seule solution pour moi, c'est le U. Parce que le U, c'est au carré, tu vois. Mais la résistance, ce n'est pas au carré. Bien. On avance.
Premièrement, on sait pourquoi on veut augmenter la tension du transport pour minimiser les pertes par effet Joule. Si par exemple les pertes par effet Joule sont très grandes, vous pouvez avoir beaucoup de pertes, destruction de réseau et dégradation, vieillissement et ainsi de suite. Deuxièmement, la question, pourquoi s'il vous plaît on utilise le triphasé au lieu du monophasé? Oui. Pourquoi je vais faire 3 fils, 3 câbles? Alors je sais que moi, je veux minimiser les coûts, n'est-ce pas, de transport. Pourquoi utiliser 3 câbles au lieu de 2? On peut gérer à l'une que c'est les tensions, mais sans continuum assis aussi les sons. Tu es proche de la réponse, mais regardez, essayons de lire ça. Pourquoi le transport en triphase? Avec ça, on va finir la séance. Continuer ça le mercredi. On continue, bien sûr, en courant continu et monophasé. C'est en courant? Non, c'est pas continu, je m'excuse. En courant monophasé, qu'est-ce que vous avez? La puissance, c'est VI cos. On l'a déjà vu. En triphasé, on va la démontrer par la suite. La puissance, c'est racine de 3 U fois I cosinus. On va la démontrer cette équation. Elle dit en triphasé. Elle dit en. Le monophasé, je le représente comme ça. Le triphasé, je le représente comme ça. Alors, vous allez mieux comprendre. Tu es bien. Alors, voici la tension, la puissance en monophasé. Voici la puissance en triphasé. Il faut noter que toujours, le U, c'est racine de 3V. Je ne vais pas l'expliquer pour le moment, mais on va la démontrer. Le U et le V, ils ont une relation qui est comme ça. Toujours, c'est ça la relation. Très bien. Ce qui fait la puissance que vous avez ici, je peux l'écrire comme étant P est égal à racine de 3 pour racine de 3V, I cosinus. Ça va être P est égal, P en triphasé, n'est-ce pas? C'est 3VI cos. C'est ce que vous avez ici. Et bien sûr, ici, le I, je vais le noter comme I, et là, je vais le noter comme I'. Alors, vous avez la puissance en monophasé, c'est ça, et la puissance en triphasé, c'est ça. Supposons que, pour les deux réseaux, voici le monophasé, voici le triphasé. La puissance transmise, elle est la même. Ce qui fait que je vais faire P mono est égal à P triphasé. Qu'est-ce qui va se passer? Regarde. Si P monophasé est égal à P triphasé, cela veut dire que VI cosinus phi est égal à 3VI se prime cosinus phi. Vous avez le V avec le V, cos avec cos. Vous aurez le I du mono, n'est-ce pas? Est égal à 3 fois le I du triphase. Cela veut dire quoi? Que si vous avez un réseau monophasé comme suite, le courant qui passe ici, c'est le I. Et là, c'est le retour de I. On est d'accord? Le triphasé, c'est ça. I', I', I'. Le courant qui passe sur un seul câble, il est comment? Très bien. 3 fois inférieur au courant qui est transporté en monophase. Un courant 3 fois inférieur, cela veut dire quoi? Per joule. R I carré, c'est ça? Per joule, c'est R I carré, c'est correct. On le minimise combien de fois? 9. 9 fois. En ajoutant uniquement quoi? Un seul cas. Je peux minimiser les pertes 9 fois. C'est clair, Sioux? C'est ça la question. Vous allez me dire pourquoi ici il n'y a pas le retour? Parce que ça, c'est la particularité de triphasé. Tu peux juste distribuer sans retour. On va voir pourquoi. Mais le monophasé, tu aurais besoin. Alors, on s'est avéré qu'en ajoutant uniquement un seul câble, je peux réduire 9 fois les pertes. C'est clair ici? C'est un investissement, bien sûr, gain. Voilà. C'est de noter ça de votre manière parce que, je sais pas. Pour la même puissance transportée, il y a bien sûr cette remarque en bas. Pour une même puissance transportée, les courants en ligne est divisé par 3.
en triphasé par rapport au monophasé. Cela entraîne des pertes beaucoup moins élevées. Très bonne question. C'est avéré qu'utiliser 4 ou bien 5, le changement de passer de 2 à 3, c'est 9 fois. Alors d'utiliser bien sûr 4 ou bien 5, ce n'est pas vraiment un grand gain par rapport aux pertes à réduire. C'est clair? Parce que là, la partie, bien sûr, si tu fais 4 ou bien plus que ça, il n'y a pas vraiment un très grand changement au niveau de gains. Alors là, si on ajoute un câble, je diminue l'info. Et si j'ajoute un autre, je ne vais pas avoir une autre diminution des choses. C'est bon? C'est clair ici? Très bien. Des questions, s'il vous plaît? Parce que j'aimerais pas avancer rapidement. On a assez de temps, bien sûr. Ici, j'ai veillé à ce que l'élément doit avoir, bien sûr, assez de temps pour que vous simulez les choses. La production, le transport, l'utilisation d'électricité, ainsi que les appareillages de protection, les appareillages de mesure et les machines électriques, c'est tout ce qu'on va voir durant notre cours. On a vu pourquoi on fait augmenter la tension, on a vu pourquoi on fait utiliser le triphasé. Le fait est comment générer le triphasé. Triphasé, j'aurais besoin de quoi? 3 bobines. C'est la raison pour laquelle, dans le schéma que je vous ai montré ici, il y a quoi? 3 bobines. Parce que les 3 bobines, c'est eux qui vont vous donner le triphasé. Vous ne pouvez pas les voir ici parce qu'ils sont bien connectés, mais à la sortie, vous aurez 3 lignes, 3 cas. Si vous n'avez pas de questions, on va s'arrêter là. Et on se rencontre le mercredi, Inch'Allah. Vous allez changer donc. Bien.